Bonjour et bienvenue sur Agora News Sécurité, cette 6e émission Dossier OVNI que je vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui. Alors l'observation des PAN ou des OVNI est une réalité confirmée depuis de nombreuses années en France et dans le monde entier, comme vous le savez. Alors pour l'évoquer ce soir, nous sommes toujours avec l'inconditionnel, l'incontournable Luc Dini, président de la commission Sigma 2 de 3AF, qui mène des études sur les UAP et s'intéresse à ce titre aux organismes en charge de recherche ou disposant de données. Bonjour Luc. Bonjour Mickaël. Merci de ton accueil, bah ouais, toujours en cœur. Alors nous recevons également aujourd'hui pour cette 6e émission Dossier OVNI comme invité spécial Baptiste Frisecourt, correspondant de The Debrief, qui est spécialisé sur les UAP et écrit régulièrement des articles sur ce sujet. Alors peut-être bonjour Baptiste. Bonjour. Allez, présentez-vous. Est-ce que vous êtes arrivé avec The Debrief et par quel biais? Déjà merci de me recevoir. C'est une émission que je suis personnellement, donc j'apprécie d'être invité. Moi au départ en fait je suis professeur et ce sont mes élèves qui m'ont demandé de travailler sur ce sujet. Donc très vite j'ai été confronté au manque d'informations fiables sur le sujet et j'ai commencé à moi-même me faire ma propre collection d'informations. Et j'ai dans l'intermédiaire rencontré mon partenaire qui est The Debrief, qui m'a engagé ensuite comme correspondant, qui est justement spécialisé dans les informations vérifiées sur les très hautes technologies et la défense. The Debrief, donc c'est un média, un journal américain d'information. C'est combien de pages vues à peu près mensuelles? Vous avez quelques chiffres? Je serais incapable de vous dire les chiffres. C'est pas moi qui me charge de cette... Qui est bien reconnu, mais très connu du secteur. Et très connu du secteur. Merci Baptiste. Alors donc ce soir nous allons parler de l'actualité internationale sur les UAP, en commençant par un bref retour sur le passé, pour appréhender l'ampleur du phénomène et les travaux, puis nous explorerons le processus de divulgation des recherches sur les UAP en cours aux USA depuis décembre 2017, Luc. Et puis bien sûr sa diffusion à l'international ensuite, auprès des alliés proches et plus largement aussi à l'international, peut-être avec la Chine, la Russie. En regardant sur le planisphère, donc USA, Canada, Russie, UK, France, Chili, Brésil, Argentine, Suède, il est frappant de réaliser les nombreux travaux et faits constatés de par le monde sur les différents continents pendant plusieurs décennies. Il est utile de réaliser que les UAP ne sont pas le fait de croyances ou d'hallucinations, mais de travaux réels, on peut le voir encore une fois sur cette carte. Cependant, malgré ces faits, les recherches sont restées figées depuis les années 70 pour certains, 90 pour d'autres. La France, de son côté, a maintenu des efforts d'enquête et d'information du public. Et de son côté, les USA, la situation était restée figée depuis 1968-70, début des années 70, en dehors d'une veille probable sur le sujet. En décembre 2017, néanmoins, coup de tonnerre, et comme vous le savez dans les autres émissions qu'on a vues par le passé chez nous, la firme DTSA, accompagnée d'anciens du Pentagone et de la communauté du renseignement, diffuse des informations sur un programme de recherche confidentielle du Pentagone sur les UAP, ainsi que des vidéos infrarouges filmant des engins inconnus, le fameux Tic Tac. Depuis, une structure est créée en 2020 au Pentagone pour informer le Congrès du sujet et mener des actions de coordination entre services. Alors ce soir, avec Luc et Baptiste, encore une fois, nous aborderons donc le reflet des études de UAP du passé comme fondement des connaissances et le processus en cours aux USA avec son impact, l'environnement international à partir du processus initialisé en 2017 aux USA. Donc ça, c'est important de rappeler un petit peu la configuration de cette émission ce soir. Enfin, la crise des ballons chinois de février 2023 s'ajoute au climat de tensions internationales avec la crise d'Ukraine et les tensions près de Taïwan, avec un rebond de communication sur les UAP par la Chine et la Russie depuis février 2023. S'ajoute à cela une action menée par un mouvement ufologique de divulgation sur le sujet E.T. qui a porté un projet à la République de San Martín qui devrait remettre un projet de résolution à l'ONU en vue de la tenue d'une conférence internationale annuelle sur le sujet des UAP sous l'égide de l'ONU. Voilà un petit peu l'introduction de cette 6e émission Dossier OVNI. Donc je rappelle avec nos invités Luc Dini et Baptiste Frisecourt, mais premier volet, première partie là-dessus, c'est un peu l'histoire des pannes dans le monde et des programmes de recherche, Luc. En effet, et le but en réalité n'est pas du tout d'être passéiste
et de faire l'exégèse des ovnis et toute l'histoire. Mais en réalité, c'est de faire comprendre la profondeur des recherches qui ont été menées, quelles sont les postures de différents États sur le sujet, et de regarder aujourd'hui quelles sont les réactions qui se produisent face à de nouveaux événements, face à de nouvelles observations. Alors, l'un des points importants pour faire ce voyage, et justement, j'espère un dialogue très interactif avec Baptiste, c'est faire le voyage dans l'espace et le temps. Alors, on ne va pas parler de physique quantique, hein, il n'y a pas d'épisode scientifique aujourd'hui. On va seulement se promener sur la carte et dans le temps, on va dire en gros, depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Cette carte, si on y prête attention, elle est coloriée de différentes couleurs. Et le jaune correspond en fait à des activités qui sont des activités soit qui ont été maintenues par les organismes étatiques, soit relancées depuis récemment. Si je vous avais montré cette carte, ne serait-ce que 4 ans, 5 ans en arrière, on aurait mis par exemple les États-Unis en gris, en disant il se passe probablement des choses, on le subodore, mais on n'en a pas la preuve. Les déclarations qui ont été faites depuis 2017 montrent l'existence d'un programme de recherche. Il y a manifestement une réactivation pour un certain nombre de pays de leur structure, ou au moins d'un laboratoire. On parlera tout à l'heure de la Russie, mais la Russie a fait beaucoup de recherches dans le domaine, ne réagissait plus sur le sujet. Depuis l'épisode des ballons dont tu parlais tout à l'heure, il y a un frémissement, il y a des organisations non gouvernementales, mais on parle également de recherche au niveau de l'Académie des sciences. Côté militaire, on ne sait pas. Des pays d'Amérique du Sud, le Chili était actif et nous, au niveau de Sigma 2, on les a rencontrés en 2014. On avait d'ailleurs un accord avec le CFA. Force est de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'actualités sur le Brésil récemment. Pérou également, me semble-t-il. L'Argentine, alors l'Argentine a de toute façon un bureau d'enquête. Donc on voit, au fond, un certain nombre de réactions. Et c'est ça qui est intéressant, mais encore une fois, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut déjà avoir compris ce qui s'est passé auparavant. Et puis, au-delà de la géographie, il y a l'aspect temporel, il y a les fameuses vagues d'observation de pan, d'OVNI. Alors, cet histogramme qui est projeté remonte à la fin du 19e siècle. Hein. Il y a l'histoire des Starships observés aux États-Unis. Il y a eu un certain nombre de vagues avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'ère nucléaire, hein, dont certains pensent effectivement que les tests, etc., ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre dans l'activité et dans l'observation. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'auditions qui sont faites actuellement, on y reviendra après, du côté américain sur ce sujet-là, c'est-à-dire la conjonction d'observation d'UAP et les sites stratégiques américains, à l'époque déjà. Donc il y a un certain nombre de vagues, et en France, nous avons connu des vagues, et ça va m'amener assez rapidement d'ailleurs à montrer quelques documents, dans les années 50. C'est ça qui a provoqué d'ailleurs le démarrage des recherches, qui étaient des recherches confidentielles du côté français à l'époque. Et donc il faut avoir en mémoire ces variations, ces pics d'intensité qui provoquent le lancement de recherches. Alors, peut-être que Baptiste, tu veux dire quelques mots déjà sur cet aspect-là. Une réaction par rapport justement à tous ces pays. Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas été cités là par Luc sur justement ces recherches? Non, ce que dit Luc est tout à fait exact. Et honnêtement, cette carte, elle pourrait changer tous les mois en fonction des nouvelles informations qui paraissent au fur et à mesure. Il y a 2 mois, il y a eu une vague d'articles en Inde, par exemple, parce qu'un objet venait de survoler la villa du Premier ministre. Et du coup, ça a lancé tout un système de défense autour. Le Pakistan ensuite a rejoint
2 semaines après. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue à l'échelle de la planète. Et ce qui est intéressant avec ce phénomène des vagues, c'est que alors qu'on a une grille qui est parcellaire sur la planète, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe partout dans les données qu'on a au niveau public, on voit des vagues qui se déploient et se déplacent ensuite. C'est-à-dire que quand une vague disparaît quelque part, il y en a une autre qui réapparaît à un autre endroit. Ça, c'est un des phénomènes intéressants qu'on a pu constater. Mais en tout cas, pour l'Inde et le Pakistan, à ce jour, il n'y a pas de bureau d'investigation. Non, c'est là où il y a une différence. Voilà. C'est que là, on parle vraiment de bureaux établis, scientifiques, consacrés à ça. On n'a pas non plus de lecture sur des bureaux plus discrets qui sont incorporés à d'autres systèmes de défense. On ne sait pas s'il y en a ou il n'y en a pas, mais en tout cas, officiellement, il n'y en a pas. Oui, il y a juste une petite nuance à apporter concernant l'Inde. Car il y a des organismes, notamment un organisme de recherche pour la défense qui s'appelle le DRDO, qui est intervenu pour faire des relevés et des recherches après le signalement de phénomènes aérospatiaux non identifiés à la frontière sino-indienne, il y a quelques années. Il y avait eu des articles là-dessus. Et puis il me semble qu'il y a un autre organisme, le NTRO, je crois, qui est plus orienté renseignement, qui a peut-être mené des travaux également sur le sujet, mais comme tu le disais, ce sont des travaux qui restent soit parcellaires, soit particulièrement discrets, et donc dont on voit tout juste la partie émerger, et encore. Tout à fait. Et donc, sur les aspects donc, temporels qu'évoquait Luc, on voit donc depuis la fin du 19e siècle, mais ça se fait aussi par rapport à des données et des informations qu'on peut établir. Il y en a tellement peu. L'accélération se fait après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il y a une accélération qui se fait un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Si on se réfère aux événements, parlons de l'Europe, il y a eu dans la zone balte, qui est évidemment un sujet important aujourd'hui, mais dès les années 30, des observations qui ont été faites par la Suède et la constitution de commissions d'enquête militaires sur l'observation de ce qu'ils appelaient les Ghost Rockets. Il y a une période de 3 ans, 1933-1936, et il y a à nouveau un autre épisode de ce type-là, juste après la Deuxième Guerre mondiale, des Ghost Rockets. Alors, certains ont cru ou pensé que c'était les Allemands qui testaient des fusées par-dessus la mer Baltique. Le problème, c'est qu'il y a des objets qui seraient tombés dans des lacs et ils n'ont jamais retrouvé, ou alors peut-être ont-ils retrouvé, mais n'ont-ils pas fait de publicité, ils n'ont jamais retrouvé les épaves. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre de missions qui ont été montées par différents organismes. Les Américains ont envoyé des représentants de leur service de renseignement. Il m'a semblé lire quelque part que la France avait envoyé représentant du deuxième bureau de l'armée de l'air, qui était le bureau de renseignement de l'armée de l'air. Donc il y a eu un intérêt, une curiosité pour ces phénomènes-là, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est aussi que ça va avec la fréquentation qu'on a nous-mêmes de l'espace aérien. C'est-à-dire que ça a augmenté au fur et à mesure où nous, on était de plus en plus en contact avec l'espace aérien. Aérien et maritime, hein, là, spécifiquement, on parlait des phénomènes aérospatiaux. Mais on peut parler des phénomènes maritimes parce que eux, l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus référencés dans les documents anciens, puisque dans les marines aussi, alors c'est pour ça que c'est pas classé de la même façon, mais ils avaient aussi des observations d'objets qui sortaient dès le XVIIe siècle des eaux et qui allaient dans le ciel. Mais comme on n'avait pas de force armée au niveau aérien, à ce moment-là, ça n'apparaissait que dans les forces marines. Sur cette question des phénomènes d'origine maritime, j'avais l'occasion de noter, il y a de cela une bonne dizaine d'années, dans les archives du MUFON, des relevés de statistiques d'observation d'UFO, donc remontant aux années 50 probablement, et même un peu après, 60. Et donc il notait les variations de statistiques. Et il y avait deux choses. D'une part, la variation des statistiques concernant les objets spatiaux. Pourquoi ? Parce que pendant un temps, les gens n'avaient pas connaissance de l'existence des satellites. Les satellites espions, c'était l'usage militaire, exclusivement militaire. Et donc, ils voyaient, comme tout le monde, quand on observe le ciel et puis qu'on voit une espèce de trait lumineux. Aujourd'hui, on sait que ce sont des satellites, mais à l'époque, mystère. Et puis, il y avait également donc, des annotations concernant l'observation d'objets d'origine maritime. En revanche, et on y reviendra tout à l'heure pour parler du Canada,
Il y a eu des procédures qui ont été mises en place par les États-Unis, les procédures GENAP et autres, et ces procédures-là donc étaient faites pour amener les pilotes civils ou militaires, donc là on parle pilotes d'aéronefs, mais également les capitaines de bateaux, etc., donc pour la partie maritime, à faire les signalements d'objets volants. Bon. La question des objets maritimes était moins évidente, mais il est sûr que ce sujet est ressorti pleinement depuis la création de l'ARO, et ceux qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, en tout cas qui en ont parlé, ce sont les Russes. La marine russe a fait beaucoup de travaux dans les années 70. Ces travaux, je crois que c'était à l'époque d'Andropov. Il y a eu un gros effort fait sur les pans par l'Académie des sciences d'un côté, mais surtout, et on y reviendra, par la partie militaire de l'autre. Et la partie maritime n'était pas en reste. Il n'y avait pas que ce qui volait, et quand on lit certains livres qui font état des archives des services de renseignement russes, etc., sur ce sujet-là, montrent une activité importante, montrent un reporting systématique des pachas de bateaux et de sous-marins, avec un grand questionnement à l'époque pour savoir si ces phénomènes aquatiques étaient soit un dispositif confidentiel américain de détection ou autre, ou si c'était autre chose. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit, ce que vous avez dit tous les deux très bien, et ce qu'on a vu par les images là, au niveau de la carte, et depuis des années, c'est qu'en fait, ce n'est pas réservé qu'aux États-Unis ou l'Europe de l'Ouest, comme on a tendance à l'entendre de temps en temps. C'est vraiment, ça concerne tous les continents et tous les pays. Alors, on a plus ou moins d'informations sur ces bureaux d'investigation, sur le côté secret ou pas. Il y en a qui, aujourd'hui, c'est complètement avéré, comme tu le disais, en Argentine ou au Chili. Là, c'est clairement identifié. Par contre, effectivement, en Inde, Pakistan, peut-être dans d'autres continents, on ne sait pas encore. J'entends dire qu'au Moyen-Orient, il y a des choses qui sont en train de se faire aussi. Baptiste, l'année dernière, les Émirats Arabes Unis ont organisé leur première conférence sur le sujet. Ils ont invité Frank Milburn, que vous avez reçu dans votre émission, à justement faire une présentation sur le sujet. Et eux aussi sont dans une démarche où ils essayent de se couper de leur nécessité de carburant fossile et de franchir un cap technologique directement. Donc ça se place dans vraiment une infrastructure qu'ils sont en train de mettre en place sur le sujet. Et depuis cette conférence, il y a eu d'autres informations, enfin une organisation qui s'est mise en place officielle ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, c'est justement un journaliste des Émirats Arabes Unis qui a posé une question sur le sujet des pans au major général de la Space Force. Et le major général de la Space Force a dit que, justement, il n'écartait pas du tout l'hypothèse extraterrestre sur ces pans, ce qui est une première absolue au niveau américain. D'accord. On voit donc, encore une fois, beaucoup de pays qui sont concernés. On voit effectivement qu'il y a une certaine ouverture à la communication, parce qu'il y a eu... c'est plus que de l'ouverture, ça se livre. Oui, mais il y a déjà eu des événements signalés aux Émirats, par exemple. Signalés par des pilotes d'avion qui avaient aperçu des lumières étranges, etc. Ça s'est vu en Iran également. Simplement, la communication était restreinte derrière. On n'évoquait pas le sujet de façon ouverte. Et ce qui est intéressant, effectivement, puisque Frank Milburn avait participé à une émission ici, Frank avait écrit un article dans la revue Sadat Begin, ou Begin Sadat, je ne sais plus dans quel sens, Begin Sadat, qui est donc une espèce de think tank. Pour ma part, je connais un de ses membres qui écrit assez souvent sur la prolifération des missiles, etc. Et c'est une revue très sérieuse, et une publication très inattendue à l'époque, dans un journal sérieux israélien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication là-bas sur le sujet. Il y a des sujets qui sont un peu tabous, quoi. Donc, cette évolution, cette ouverture à la communication est tout à fait intéressante et à noter. Alors, justement, dans ce monde entier, au niveau de la cartographie, au niveau des régions, des continents, des pays, des bureaux d'investigation, Baptiste, peut-être, c'est quoi, entre guillemets, le point commun qu'il pourrait avoir au niveau des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Ça serait quoi, même si c'est une question qui est compliquée par nature, mais est-ce qu'il y a des points communs qu'on observe sur les différents continents pays? Il y a ce qu'on appelle des invariants.
Et c'est un peu l'objet, je dirais, de cette espèce de planche un peu dense, résumée. Alors mais qu'on voit à l'écran, hein, c'est ça, dans laquelle on voit ressortir des caractéristiques communément observées, en des lieux différents, à des époques différentes. C'est ça qui est important. Surtout si on fait un parallèle avec les technologies, parce qu'aujourd'hui on a toujours tendance à penser qu'on a des technologies qui sont tellement évoluées que ça permet de tout faire. Oui, mais les mêmes observations faites 70 ans avant, les technologies que l'on utilisait n'avaient rien à voir, la propulsion, etc. Donc il faut faire la part des choses. Il y a des grands invariants, donc sur des questions qui sont des questions par exemple de cinématique. La capacité à accomplir de grandes accélérations, à passer d'un mode que l'on qualifierait de vol stationnaire à une grande vitesse, des changements de direction. Voilà. Ça, ce sont des caractéristiques. Il y a une cinématique que l'on pourrait presque qualifier d'aberrante. Alors, dans certains cas, ça peut ressembler à des choses que l'on connaît, ça peut ressembler à des phénomènes naturels un peu particuliers. Dans d'autres cas, on ne sait pas. Il y a également, et ça va plus ou moins de pair, l'absence d'interaction avec le milieu. C'est-à-dire, et donc quand on lit d'ailleurs des articles aujourd'hui qui évoquent l'observation des pans, il y a un sujet qui est très à la mode, ce sont les missiles hypersoniques. Bon, alors les missiles hypersoniques, eh bien, ils volent à très grande vitesse et dans un milieu qui est un milieu plus ou moins dense de l'atmosphère, disons plutôt moins dense que très dense, mais comme ils vont très vite, il y a du frottement et ça chauffe. Et donc, quand ça chauffe, ça peut briller, etc. Donc, il y a toute une espèce d'aura autour du vol hypersonique, des plasmas, etc. Oui, mais il y a une caractéristique qui est assez paradoxale, c'est que on pourrait supposer que des engins doués de grande vitesse et de grandes accélérations voient ces cinématiques accompagnées de phénomènes lumineux extraordinairement intenses. Or, l'intensité lumineuse a été observée sur des objets ou des phénomènes statiques. Quand on regarde les témoignages qui sont apportés par des gens, ils vont expliquer qu'il y a des changements de lumière, etc. Alors, y a-t-il une ça, c'est vraiment un des points communs qu'on observe partout dans le monde, et on n'a toujours pas trouvé d'explication. Non, on n'a pas trouvé d'explication. L'intensité lumineuse, bien sûr qu'on peut trouver une explication. Une météorite qui rentre, par son échauffement cinétique, crée un plasma, et ça brille. Ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'elle ne change pas de trajectoire comme ça. Elle ne va pas faire du stationnaire. Et puis, imaginons que l'on voit un objet stationnaire émettre une luminosité aussi intense, ça pose question. D'où vient l'énergie ? Pourquoi ça brille ? Ça ne veut pas dire que c'est chaud. Donc il y a ce questionnement et ces paradoxes qui effectivement créent une incertitude parce qu'on n'a pas de réponse toute faite. Donc il y a l'absence de bruit ou des sons très particuliers. Certains parlent d'infrasons. Il y a, on va dire, quelques observables, entre 5 et 10 particuliers. Il y a des émissions électromagnétiques. Alors certains vont dire, bah oui, c'est une balise ou autre. Des perturbations qui sont, ça c'est connu. Enfin, l'histoire de la soucoupe volante là qui passe au-dessus d'une voiture et la voiture qui cale, ça c'est, je veux dire, ça fait partie des archétypes du sujet. Donc il y a ces caractéristiques-là qui ont été constatées au fond en plein endroit. Et cela à des époques aussi où les gens étaient, comment dirais-je, moins enclins à communiquer. Et c'est ça qui pose question sur la ressemblance. Baptiste, voilà. Avec The Débrief, le recul que vous avez et depuis de nombreuses années, c'est un peu le même constat. Comment vous voyez ? C'est de retourner la question. C'est-à-dire qu'en fait, on est devant un phénomène qui peut être conventionnel et varié, et non conventionnel et varié. Donc en fait, on a mis un grand sac dans lequel il y a énormément de choses différentes. Par contre, une question qu'on peut se poser, c'est de quelle technologie on ne dispose pas
comparé au comportement de certains de ces objets. Et comme le dit très bien Luc Dini, c'est sur la cinématique. C'est-à-dire quand vous avez un objet structuré qui se déplace à Mach 30 sans faire de sillage et qui, en 1 seconde, fait un virage à 90 degrés, toutes les autres signatures, on peut imaginer des technologies dont on dispose qui peuvent imiter ça. Donc on pourrait quasiment prendre que ce critère-là, mais cette capacité de cinématique à faire ce virage à 90 degrés sans pulvériser l'appareil... Que ce point-là, il est aujourd'hui vérifié. Oui, là, on a les documents depuis quelques années qui montrent cette cinématique absolument dingue. Hein. Ça, on est d'accord. Ça, c'est factuel. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est Donc ça, c'est un des troncs communs, si j'ose dire, qu'on a dans le monde entier, dans les phénomènes ou les témoins qu'on a. Ces caractéristiques sont connues. Après, quant à la disponibilité des données et des mesures correspondantes, j'en reviens, c'est une espèce de leitmotiv, mais on va en reparler. L'histoire du tic-tac américain, qui est une histoire extrêmement intéressante, ne fait malheureusement aujourd'hui pas l'objet de rapports diffusés largement au monde scientifique et permettant de montrer, d'expliquer ce qu'était cette cinématique de ces objets qualifiés de drones, volant à 80 000 pieds, donc c'est très haut, à une vitesse de l'ordre de 100 nœuds, c'est une basse vitesse, donc question comment on arrive à faire voler des engins dans la durée à des vitesses aussi basses et à si haute altitude, et qui, paraît-il, à un moment donné, vont engager une manœuvre de descente extrêmement rapide vers 2000 pieds, puis au ras de la mer, en quelques secondes. Alors, tout ça c'est très bien, mais on n'a absolument aucune restitution des mesures qui ont été faites et qui sont sûrement extrêmement intéressantes. Donc, les données en question ne courent pas forcément les rues. Il en est qui, pour le coup, ont été restituées et largement décrites. Et on avait profité de cette émission, fait également avec Frank Milburn et puis Robert Powell, pour évoquer le cas de Lakenheath. Lakenheath, 1956, observation pendant plusieurs heures d'un balai d'objets lumineux, mais avec des traces radars, passant du mode stationnaire à 3000 km/h, etc. Alors, du côté français, on n'est pas tout à fait en reste, car à la même époque, il y a des comptes rendus qui ont été faits, et d'ailleurs je vais vous le montrer après, par l'armée de l'air, sur la base de Cognac, qui avait observé 2 traces radars. Alors c'est pas comme les Lakenheath, parce que les Lakenheath, il y a la perception visuelle, l'objet lumineux, les formations qui se regroupent, etc., et puis les traces radars. Cognac, ce sont 2 traces radars qui ont été vues à 40 minutes d'intervalle sur un scope radar par les opérateurs, à 2800 km/h quand même, 1957. Bon, c'était pas courant à cette époque-là, et c'est parfaitement étonnant. Mais on n'a pas le cumul des observations visuelles et radars. Mais on va revenir là-dessus. Oui. Je propose qu'on avance un petit peu. Juste pour répondre à la question document, en fait, on ne dispose pas des données chiffrées, mais on dispose des rapports du renseignement qui ont été faits dessus. Oui. Donc on n'a pas l'étage d'accès aux données, mais on a l'étage de synthèse. Oui. Alors, un bon exemple, effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est les observations américaines qui vont revenir au goût du jour, puisqu'il y a des auditions qui sont faites par le Congrès, des vétérans américains sur ce qui s'est passé sur les bases américaines, en particulier celles proches de la frontière du Canada. Alors là, c'est marrant parce que c'est en 1957, c'est ça? On est en 1957. Et là, on est en train de revenir sur ce point-là? Eh bien, c'est un des échanges d'ailleurs que j'avais effectivement eu avec Chris Mellon à un moment donné, car les gens sont friands de données récentes, alors qu'ils posent des questions de sensibilité, parce que les technologies, les moyens de mesure, etc. Mais au fond, des enregistrements qui ont été faits en 1957, avec des matériels qui sont à la casse depuis bien longtemps, ne peuvent dévoiler, au fond, que des informations sensibles particulières liées au phénomène lui-même. Or, il y a des témoignages, ce qui est résumé sur cette planche est issu des dossiers Blue Book de l'US Air Force, des archives américaines qui sont consultables par n'importe qui. Il est question, par exemple, il y a l'histoire du RB-47 qui est très connue, 1957, un avion d'écoute électronique qui, pendant des heures, va enregistrer des tas de choses, des signaux, là, près de 3 GHz. Là, il s'agit d'un B-52 qui est suivi
par un UFO. Un chasseur est lancé à la suite de cet UFO, et quand le chasseur arrive sur zone, à proximité du B-52, l'objet entame une ascension extrêmement rapide. Donc manœuvre qui, selon le pilote du chasseur, écoutez, on n'a jamais vu ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le B-52 a enregistré des signaux électromagnétiques, notamment à 2,8 GHz, donc ça se rapproche beaucoup des fréquences émises et enregistrées par l'avion RB-47. Et il y a manifestement eu des enquêtes systématiques. C'est relaté dans le livre de Robert Hastings, qui s'appelle UFO and Nukes, qui, dans un chapitre, explique que les équipages des B-52 du Strategic Air Command étaient briefés par le renseignement de l'US Air Force en leur demandant de collecter un maximum d'informations et en particulier d'enregistrer ces fréquences-là. Donc, il y a un background extrêmement intéressant, même dans les archives anciennes, et qui techniquement peut présenter beaucoup d'intérêt. Alors, question par rapport à ce cas-là, pourquoi pendant des années on n'entend plus parler, même si c'est visible par et pourquoi là aujourd'hui on en revient à ce temps-là? Pardon de reposer la question, Baptiste, je sais pas, c'est quoi les raisons de tout ça? C'est qu'on voit, il y a vraiment l'idée que des choses se passent actuellement, mais il y en avait plein d'autres avant, et c'est de mettre le nez dessus, de montrer qu'il y a une évolution quand même. Faut pas oublier que c'est une histoire qui n'est pas racontée. C'est quelque chose que vous n'apprenez pas. Donc il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait d'ailleurs par les équipes américaines du renseignement pour rebriefer les membres du Congrès sur le sujet et faire remonter ces informations. Et une fois que les membres du Congrès sont mis face à ces informations et qu'en plus ils ont les questionnements en fond de leur population qui les ont élus et qui ont des questions là-dessus, là ils passent aux actes. Il y a un problème effectivement qui est un problème de limitation de la communication par, je dirais, une autorégulation, la peur, au fond, de voir son professionnalisme et ses qualités, surtout sur des métiers qui sont des métiers à risque, nécessitant une concentration importante, je dirais un physique également éprouvé. Donc les gens font extrêmement attention. Et en plus, bon, ils sont certainement conditionnés dans leur formation en disant, attendez, ça n'existe pas, vous n'en parlez pas. Ou, si vous en parlez, et je vais vous montrer l'extrait là des formulaires américains, vous le faites sous confidentialité. Les briefings qui étaient faits aux équipages de B-52 étaient faits dans des conditions des Special Access Project, c'est-à-dire sous serment de non-divulgation d'informations au risque pénal, pécunier, etc. Ça plaisante pas. Donc les gens savent qu'ils adhèrent à une règle, ils doivent la respecter. Alors, pour quitter le continent américain et parler de la France, voilà la directive, qui était la directive émise d'abord en 1951 puis en 1954, concernant les mystérieux objets célestes, donc les observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés, où en fait le ministre de la Défense appelle les pilotes à signaler les observations. Ils font même référence d'ailleurs à l'expérience des pilotes de l'US Air Force, demandant de se rapprocher avec prudence des phénomènes observés et demandant au fond à ce que toutes les forces croisent les informations pour essayer d'en savoir le plus possible. Nous sommes en 1954. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le voici, voilà une note qui date de 1957, qui fait référence précisément à cette directive, et donc qui montre que cette directive était appliquée. Au passage, vous reconnaîtrez que sur le document en question, qui est adressé par le général commandant la base et vers le secrétaire à l'air, il n'y a pas de tampon secret, etc. indiqué. Ces informations n'étaient pas mises sur la place publique, mais elles ne subissaient pas un secret particulièrement important. Il n'empêche que, voilà, nous sommes dans les années 50. Alors, on va dérouler la discussion, parce qu'on ne peut pas passer tout le temps sur le passé. Parce que on a encore une fois très... États-Unis, France. Oui.
On voit bien qu'il y a des programmes de recherche un peu partout, donc c'est quoi les autres est-ce qu'il y a d'autres, Donc là, il y avait la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, je passe sur le résumé, mais en fait, ils disent ces phénomènes sont avérés. Haute manœuvrabilité, ce dont on parlait tout à l'heure, etc. Ça, etc. l'année, Là, en fait, c'est un rapport qui est sorti en 2006 et qui, selon le résumé, relate 25 ans de recherche. Voilà. Donc, on peut dire grosso modo, c'est quelque chose qui démarre dans les années 70-80. Les cas qui sont répertoriés du côté britannique, les plus anciens, me semble-t-il, remontent à 1917. Mais je pense que dans ces recherches-là, ils ont regardé ce qui s'est passé depuis les années 50 au sens très large et cumulé un certain nombre de cas. Donc, les Britanniques, eux, ce qu'ils disent, c'est il y a des phénomènes avérés, mais on ne voit pas de problème particulier de sécurité pour la circulation aérienne, ni de sûreté aérienne. Donc ils ferment le dossier. Voilà, disent-ils. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le projet Candyne, c'est ça ? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à se contredire à une phrase d'écart. C'est-à-dire que dans une des phrases du résumé, il y a « Attention, ce phénomène peut désactiver les commandes de bord, arrêter les moteurs de votre appareil ». Et la phrase suivante, c'est « Cela ne présente pas de risque ». Quand vous êtes dans un avion sans navigation, sans radio et sans moteur... Et pourquoi ça se contredit comme ça ? C'est quoi l'explication ? C'est parce qu'il y avait une volonté du ministère de la Défense de dire « Circuler, il n'y a rien à voir ». C'est très clair. Hein. Et faut bien comprendre que le Royaume-Uni est probablement le pays au monde où c'est le plus dur d'en parler. Vous avez eu l'année dernière la ministre de la Défense qui a été convoquée par la Chambre des Lords. Les Lords l'ont questionnée pendant 20 minutes en lui posant la question « Qu'est-ce que vous avez sur les ovnis ?» Elle n'a jamais rien répondu. Donc c'est vraiment un des pays les plus secrets qui existent sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est la juxtaposition, effectivement, d'arguments qui sont contradictoires. Exemple, sur une des planches... Pourquoi les États se contredisent à ce point-là ? À l'intérieur, on voit des courants, c'est quoi ? Parce que dans certains cas, il y a un malaise entre la reconnaissance et la divulgation d'informations pour lesquelles toutes les explications ne sont pas réunies, ou du moins certaines explications peuvent être gênantes, donc les gens les occultent. Et donc, à ce moment-là, ils sont dans une situation qui est un petit peu instable. Et d'expliquer que les phénomènes en question sont probablement liés à des effets de météorites et en présence d'activités solaires, etc., de dire en même temps que la proximité de plasma crée des perturbations au niveau d'un véhicule ou d'une personne... Bon, on a déjà vu des météorites passer, on n'a jamais entendu parler, sauf, je dirais, est-ce qu'il y a eu des effets, on va dire, acoustiques, ou des bris de glace qui blessent des gens, que ça engendrait une atteinte physiologique. Bon, le cas des véhicules, voilà, donc il y a cette espèce, je dirais, de juxtaposition d'éléments, qui sont des éléments contradictoires, sans parler de l'utilisation des recherches militaires. Alors là, les Britanniques citaient les Russes, en disant intérêt éventuel de certaines techniques pour des applications potentielles militaires, par exemple l'utilisation de générations très haute énergie électromagnétique, d'armes radiofréquences, de radars à impulsion, etc. etc. Et voilà. Chose intéressante, c'est que dans ce rapport, la seule partie qui a été réellement censurée, c'est celle sur les traces radars. On revient. Voilà. Alors, pour parler des autres... c'est choquant quand même. C'est choquant. Quand même. Il y a un équilibre, on va dire, assez stable qui a été maintenu. Parce que quand on se rend compte des problèmes qui ont été notés, en tout cas des observations qui ont été faites dans les années 50, etc., ça n'a jamais empêché un avion de voler. Ça n'a pas empêché de développer le trafic aérien. Ça n'a pas créé, je dirais, d'interférences négatives par rapport à l'activité. Il n'y a que, depuis récemment, et on peut se poser la question encore une fois, quel est le trigger, que les pilotes de l'US Navy, tout d'un coup, se mettent à parler des problèmes qu'ils ont rencontrés lors de leurs exercices. Et pourtant, depuis des lustres, il y a eu des exercices aériens, il y a eu des opérations aériennes, etc. Donc, il y a, je dirais, un effet qui est un effet aussi peut-être provoqué par la tendance qui est en faveur d'une divulgation,
et qui, à ce moment-là, au fond, aiguise, en quelque sorte, une action en faveur de témoignages, etc. Si on prend le cas de la Russie, là, c'est un courrier qui était adressé, ça remonte aux années 80, par l'ambassade de Russie qui savait qu'il y avait des recherches qui étaient faites en France, etc. Et donc, il mentionnait les recherches, non pas faites par les militaires, là, il n'en parlait pas, mais celles faites par l'Académie des sciences. Bon. Il faut savoir que la Russie avait 2 projets parallèles qui correspondaient à un acronyme qui est 7K, donc qui, grosso modo, correspond à la surveillance du ciel. D'ailleurs, ce programme-là existait pour la surveillance de l'espace. Et donc, un programme 7K civil, un programme 7K militaire, visant pour l'un et l'autre, l'un à faire de la science et à étudier les phénomènes, l'autre à chercher si par hasard ça ne peut pas servir pour faire des technologies d'application militaire. Bon, ce programme a duré, pour ce que j'en sais, au moins jusqu'au milieu des années 80, si ce n'est pas années 90. Et mené donc conjointement par les civils et les militaires. Il est très probable que les Russes ont continué à mener des travaux également. Là-dessus, je nuancerai un peu parce que il y a quand même, d'ailleurs c'était dans le projet Condign, la mention que, attention, limiter les interceptions sur ces objets, ça peut très mal se passer. Puisque dans les rapports du renseignement, on a à la fois du côté russe et du côté américain des tentatives d'interception avec des chasseurs armés. Et à chaque fois qu'on a envoyé des chasseurs armés, il s'est passé quelque chose de pas terrible pour les pilotes, allant jusqu'à des pertes humaines. Donc ensuite, il y a eu une tradition orale qui s'est transmise auprès des pilotes, disant, si jamais vous voyez ça, si vous avez des armes embarquées, vous faites demi-tour. Et quand on envoyait des intercepteurs, c'était désarmé, pour récolter des informations sur la cible. Confirmé ? Alors, confirmé, ce que j'ai lu dans les archives britanniques, c'est, une fois de plus, une recommandation concernant le fait, en particulier en moyenne altitude, d'éviter d'engager des manœuvres brutales. Il me semble que dans les archives françaises que j'ai montrées tout à l'heure, il est question également... mes lunettes, mais il y a un texte qui mentionne également la question des manœuvres brutales. Donc, il y a effectivement des recommandations de ne pas agir, on va dire, de façon impulsive, ce qui peut nuire effectivement à la sécurité de bord, etc. Quant à l'utilisation d'armement, j'en avais entendu parler du côté américain, et on en parlait l'autre jour. J'avais écouté avec beaucoup d'attention ce qui était rapporté du dialogue entre le porte-avions Nimitz et l'un des pilotes de F-18 qui donc engage une mission d'interception, et il y a une checklist à un moment donné où la question est posée, êtes-vous armé ? Bon, je me posais la question, je ne suis pas pilote, donc est-ce que il est d'usage de faire une vérification pour une mission d'interception, de savoir si l'avion est armé, ou est-ce que c'était, en l'occurrence et compte tenu des circonstances particulières de cette mission-là, une vérification pour dire, ok, rapprochez-vous, mais voilà, attention. C'est d'autant plus étrange cette discussion parce que dans ces entraînements où c'est bleu contre rouge, on n'arme jamais les avions parce que c'est trop dangereux. Il suffirait qu'il y ait une mauvaise manœuvre et vous descendez vos alliés, c'est pas possible. Et sur le même point, on a eu un cas qui est sorti il y a 3 semaines. Un chasseur bulgare en 94 qui part en interception armée sur un de ces objets. L'objet l'aveugle en lui envoyant un phare, en fait, qui désactive ses commandes de bord. Il désarme ses missiles, il les désactive. L'objet retourne son phare vers l'endroit où il était pointé originellement et il retrouve ses commandes de bord. Et ensuite, chose assez, mais qui est décrite par le pilote, pour la peine, et il est nommé dans l'article, le pilote essaye de revenir à sa base, puisque du coup son appareil n'est plus fiable, et ce qu'il ne va pas voir, c'est qu'en fait, l'objet se place dans sa queue, va le suivre jusqu'à sa base, et il va lui relayer la radio de proximité de sa base directement à l'intérieur de son cockpit, jusqu'à ce qu'il soit revenu sur sa base. Et c'est le personnel de la base qui lui dira que l'objet le suivait tout du long. 94, chez les Bulgares. Alors là, on va aller chez les Canadiens, c'est ça ? Oui, on va chez les Canadiens, et en fait, donc, il y avait un accord de coopération entre les États-Unis et le Canada, qui remonte aux années 50, avec donc les procédures dites CIRVIS et JANAP, donc qui sont les procédures
signalement, d'observation d'objets aériens, et donc d'informations sur la présence d'hostiles ou d'aéronefs ou de formations d'aéronefs non identifiés qui pourraient être dirigés contre les États-Unis et le Canada. Les objets donc à identifier, j'ai parlé des aéronefs inconnus, des missiles, Unidentified Flying Objects, donc les UFO. Alors, il y est question également donc de vaisseaux, enfin de sous-marins non identifiés ou de navires de surface. Donc, voilà, il y a un panel qui est large, ça date de 1954. Donc, ces accords-là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont perduré ou pas ? Et qu'en est-il aujourd'hui ? On va y revenir juste après. Bon, on a fait le tour là du passé. Ce qu'on peut ajouter, et ça sera je pense le point final là-dessus, ça concerne les démarches auprès de l'ONU. Il y a eu différentes tentatives pour partager des informations sur ces sujets-là. La dernière en date, ou l'avant-dernière maintenant, enfin la dernière, c'était en 1978, et c'était une tentative de résolution dite A33-426, qui était portée par l'île de Grenade. On disait que les Russes étaient soi-disant derrière, enfin quand je dis on, c'est ce qui se raconte, cette résolution n'a pas abouti. Elle n'a pas abouti. Manifestement, dans les archives, les Britanniques se sont opposés à cette résolution-là. Et donc, ça n'a pas abouti. Le secrétaire général de l'époque a quand même indiqué qu'il serait souhaitable que les nations partagent les informations qui étaient disponibles. Pas de directive, pas de résolution, une recommandation. Nous sommes en 1978. On va voir que en 2023, il y a une tentative qui est en cours, portée cette fois par la République de Saint-Marin, on l'a abordé à l'introduction, pour proposer une résolution. Non, ça c'est encore tout nouveau. C'est tout nouveau. Là, on voit bien, Baptiste, qu'en l'espace de 45 ans, il ne s'est rien passé. Depuis 78. Ah oui, ça a été un grand vide. Et là, tout d'un coup, là aussi, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est... Alors, c'est présenté quand, ça Alors, le calendrier, en fait, il y a une organisation ufologique qui s'appelle ICER, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, qui a organisé des conférences, etc., qui a porté ce projet auprès, de l'exécutif de Saint-Marin. Un vote a eu lieu. Une résolution a été adoptée au niveau de la République de Saint-Marin pour proposer au mois de septembre qu'une résolution soit discutée au sein de l'Assemblée générale de l'ONU pour décider si oui ou non il y aurait une décision en faveur d'une conférence annuelle internationale permettant d'évoquer ce sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc le processus, a priori, c'est que cette résolution sera présentée au mois de septembre. Il y a une commission spéciale qui doit examiner si elle peut être examinée ou pas en Assemblée générale. Et si tel est le cas, à ce moment-là, elle pourrait être examinée d'ici la fin de l'année. Voilà à peu près ce qu'on en sait. Fin de l'année 2023. Fin de l'année 2023, l'adoption par Saint-Marin, ils endossent en quelque sorte, ça date du mois de janvier. Voilà. Ouais, ils n'ont pas fait ça tout seul, évidemment. Ça a demandé beaucoup d'efforts. Ouais. Il y a toute une usine qui s'est montée. En fait, c'est basé sur les travaux de la CUN, qui est la grosse association ufologique en Italie, qui tous les ans organise un congrès à Saint-Marin sur les PAN. Et en fait, ils voulaient proposer que cela se passe sous l'égide de l'ONU pour gagner en prestige et toucher les autres pays. Et donc, avec l'aide de Lou Elizondo, qui est venu leur apporter son soutien il y a 2 ans maintenant, ils ont monté un projet avec Paolo Gutardi qui a proposé assez amusant, en utilisant l'argumentaire du tourisme, ça favoriserait le tourisme de Saint-Marin d'organiser cette conférence, de passer cette résolution à l'ONU. C'est incroyable. Donc là, ça vient des Italiens. Alors, ça vient d'une organisation ufologique italienne.
quelle est la position, on va dire, des institutions italiennes par rapport à ça? Il y a différentes influences et il y a un accompagnement. En tous les cas, les porte-paroles du processus de divulgation, et c'est ce à quoi on arrive maintenant, d'information, on va dire, du public américain, mais en particulier du Congrès, qui n'est pas n'importe quel public en l'occurrence, suivent avec beaucoup d'attention la genèse de ce processus et les conférences qui ont été organisées par ICER et donc ce cheminement de la résolution. Il y a une surveillance attentive, on va dire. Après, il est difficile de comprendre tous les mécanismes qui se mettent en route. Mais alors justement, on y est. On est en 2017. 17 décembre 2017, coup de théâtre. 2 articles sortent, l'un dans Politico, l'autre dans quoi? New York Times, c'est ça. New York Times sous la plume de Leslie Kean. Leslie Kean qui a sorti des bouquins depuis... Enfin, moi je l'avais rencontrée en 2014 à Paris. Elle sortait son livre, très intéressant au demeurant. Des pilotes et des généraux parlent. Elle donnait un point de vue sur l'appareil américain et les structures en charge du sujet, c'était très intéressant. Et donc, Leslie Kean a parcouru différents continents, elle a été en Amérique du Sud, elle a rencontré du monde. Donc nous arrivons en 2017, elle écrit un article, cet article dévoile l'existence du programme de recherche ATIP, programme confidentiel de recherche sur les pans. Enfin, menace aérienne future, sous-entendu, ça peut être des tas de choses, y compris des UFO, on va le dire comme ça. Et deuxièmement, les fameuses vidéos infrarouges qui sont mises en circulation. Alors, on ne parlera pas des vidéos infrarouges dans le détail, mais cette affaire-là est portée par un sénateur, qui est le sénateur Harry Reid, qui a quand même présidé, je veux dire, le Congrès américain. Donc c'est pas n'importe quel sénateur. On le voit dans les interviews, beaucoup d'interviews. Ce sénateur, il est presque persuadé. Enfin, il dit là, il faut qu'on raconte au peuple américain, il faut qu'on raconte au monde entier ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qui se passe. Alors, dans un second temps, en fait, dans un second temps, c'est pas tout de suite. Si tout s'était bien passé, on n'aurait jamais entendu parler. En fait, quand Harry Reid arrive à débloquer le budget pour avoir cette étude-là, c'est une étude secrète. C'est pas un gros budget non plus. On parle de dizaines de millions d'euros, je crois. C'est 22, entre 22 et 27 en fonction de quelle échelle vous prenez. Enfin, pour une étude, c'est beaucoup. mais à leur échelle, c'est une goutte d'eau. Oui, par rapport au budget des États-Unis sur plusieurs années. Ce budget-là. Et ensuite, normalement, c'est censé rester secret à un tel point qu'il demande une classification en SAP, qui est le mode le plus verrouillé d'accès aux informations qui existe aux États-Unis. Mais ça lui est refusé. Et ensuite, il essaye de faire remonter les informations qu'il a trouvées à l'intérieur de ce groupe de recherche au secrétaire à la Défense, et ça lui est refusé aussi. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont contourner ce refus en faisant fuiter les informations auprès de New York Times avec Leslie Kean et Ralph Blumenthal. Mais ça a été vraiment une deuxième étape. C'était pas conçu comme ça au départ. Oui, il y a un cheminement assez tortueux. Mais qui est assez rapide, au moins. Ça leur a pris 3-4 mois de se décider. Entre le moment où ils ont eu le refus d'accéder au General Matisse et ensuite la fuite d'informations. Investi et limite furieux, quand même. Tout à fait. En fait, il va le prendre très très mal, puisqu'il demandera à avoir accès aux réserves de Lockheed Martin, puisque la rumeur courait que c'était eux qui avaient récupéré tous les débris, puisqu'il y avait aussi une autre rumeur comme quoi les États-Unis auraient établi un réseau avec leurs Five Eyes, qui sont leurs alliés les plus proches, pour récupérer tous les débris et essayer d'assembler quelque chose de cohérent en termes de recherche. Et il demandait à avoir accès à ces réserves-là auprès de Lockheed Martin. Et cela lui a été réservé, refusé, excusez-moi. Alors qu'il était une des personnes avec les plus hautes classifications secrètes aux États-Unis. Vraiment, il aurait dû avoir accès à tout. Et c'est à ce moment-là où lui le prend très très mal, et ça devient une affaire personnelle pour lui. Personnel et en même temps de liberté démocratique. Oui, tout à fait. Dans ce sens-là. Il ne pouvait pas vérifier ce qui se passait au niveau des États-Unis. C'est angoissant quand il est en colère comme ça. Ce qui va le motiver, ça va être vraiment la peur que les Chinois et les Russes, eux, sont en train de mener des recherches dessus et vont débloquer cette technologie avant les Américains. On reparle de la sécurité défense. Mais le lien et le parallèle, au fond, avec les activités qui sont des activités confidentielles, sur ce sujet et l'usage qu'on peut en faire est extrêmement intéressant. Tu évoquais les Five Eyes et la récupération de débris. On trouve des traces d'un programme
qui était un programme de veille, qui montre manifestement qu'un certain nombre d'agences américaines, bien après 1969, avaient, je dirais, un réseau de veille permettant d'identifier sur la planète, dans tel ou tel pays, des débris de rentrée atmosphérique. Alors, ça peut être d'un satellite confidentiel, ou il n'est pas question uniquement d'UFO, mais ce programme existait bel et bien et permettait effectivement de remonter des informations sur l'occurrence de tel et tel événement. Donc ça faisait partie des activités, de la même façon d'ailleurs que l'agence de l'Anglais a publié en 2016 ou 2017 des archives concernant ces sujets d'UFO, couvrant tous les pays sur un certain nombre d'années, avant 1969 et après 1969, qui sont extrêmement intéressantes. Quand on prend le temps de chercher dedans, on trouve des indications qui sont intéressantes. Donc il y avait une activité qui est une activité de veille à minima, mais c'est leur métier, par différents services, indépendamment de ce que l'US Air Force faisait ou ne faisait plus du tout. Mais on en arrive effectivement... Alors, je ne vais pas revenir sur les données que l'on a, les vidéos infrarouges, etc. On pourrait y passer 2 heures, et ça sera peut-être l'objet un jour d'une discussion. C'est encore en étude aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. J'en ai discuté l'autre jour avec Mike Silone, c'est ça. Et bon, ce que je lui disais, tout simplement, si on prend cette vidéo-là, ça, c'est une des vidéos qui a probablement été prise en 2004 par un DF-18, et on voit donc une tache lumineuse qui évolue au-dessus des nuages. Bon. La qualité, je dirais, de la vidéo est pas terrible. Alors on voit effectivement l'objet pivoter à un moment donné. Ça, c'est 2014. Est-ce qu'il pivote? C'est 2014, ça? Celle de 2004, c'est quand tu vois l'objet qui passe sur la gauche. Alors, ça mériterait d'être clarifié. Parce que nous, on pensait que celle de 2014 était celle qui était au-dessus de l'eau, qui est beaucoup plus nette, pour le coup, de meilleure qualité. Et les FLIR, les caméras infrarouges à bord des F-18, ont changé. La génération, celle qui était en 2004 sur les F-18, n'est pas celle de 2015. Donc on imaginait effectivement, comme on n'a pas beaucoup d'informations, jusqu'à ne pas savoir exactement quelle était la prise de vue, eh bien on pensait que la technologie était meilleure, donc plus précise. Mais bon, tout ça pour dire que nous n'en avons rien fait, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour exploiter, donc on préfère s'abstenir. Mais pour en revenir au processus d'information, voilà, en fait, plus de précision. Il y a une dynamique qui s'est mise en place à partir de 2017, et il y a plusieurs protagonistes, dont un qui est mis en avant à ce moment-là, qui est Lou Elizondo, ancien de la Defense Intelligence Agency et ancien responsable du projet. Alors le premier ou le deuxième, je crois que c'est le deuxième en réalité, le projet dit ATIP. Le premier s'appelant Advanced Aerospace Weapon, je ne sais plus quoi, programme probablement. Et donc Lou Elizondo va devenir une figure de proue. Il va d'ailleurs en subir le contre-coup d'un certain nombre d'actions. C'est lui qui est mis en doute à un moment donné, dont on dit qu'il a divulgué des informations qu'il ne devait pas divulguer, etc. Donc il y a toute une saga et toute une ligne d'action. Mais ce qui est important au fond, c'est qu'il décrit à un moment donné un processus d'information et de communication en plusieurs phases. First year, second year, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toute une campagne de communication qui vise au premier plan l'appareil américain, le Congrès, un certain nombre de médias. Donc, tout ce système, ce réseau se met en route pour apporter de l'information, pour avérer l'existence du programme, etc. Pour éduquer. Pour éduquer aussi, et aussi pour amener les militaires, les aviateurs en particulier, à s'affranchir de ce qu'ils appellent le stigma. C'est-à-dire, au fond, cette crainte, cette angoisse d'apporter un témoignage qui pourrait leur nuire. Voilà. Nuire pour la carrière, mais c'est vrai aussi pour le civil, pour les pilotes civils. Aussi. Donc, il y a cette démarche-là, et puis il y a aussi un début, on va dire, d'intérêt scientifique, pas tout à fait au début, mais qui va naître peu à peu. Donc il y a plusieurs leviers qui sont utilisés et qui vont permettre que l'on va retrouver au fond
dans la structure mise en place par le Pentagone, avec le bureau là, du directeur du renseignement, sur cette planche que l'on avait déjà vue lors de la dernière émission, mais qui a été un tout petit peu modifiée à la lumière des derniers événements. Bon, ce qui est important, et Baptiste, je te laisserai commenter plus avant, parce que je pense que tu connais ça par cœur. En fait, on voit la structure qui s'appelle désormais l'ARO, donc le bureau de résolution des problèmes du AP, voilà, on va le dire comme ça. Du AP, mais pas que volant, c'est All Anomalies, ou anomaleuses. Donc, ce sont toutes les anomalies, qui soient dans l'air, dans l'espace ou sous la mer, voilà, qui va interagir avec les différentes entités et avec un filtre qui est l'ODNI, qui est en quelque sorte le filtre vis-à-vis de la communauté du renseignement. Bon, d'autres entités apparaissent. Il y a les agences de renseignement, ça on en a parlé. Il y a l'US Air Force, l'US Army et l'US Space Force, dont Baptiste a parlé il y a quelques minutes. Alors, certaines de ces agences restent très passives, disent certains intervenants. Chris Mellon, pour ne pas le nommer, a émis 2 articles entre janvier et février expliquant en gros que l'US Air Force ne mettait peut-être pas à disposition toutes les données qu'ils avaient. J'en profite, paru sur The Debrief, du coup. Ouais. Alors justement, ça dit quoi? C'est quoi la profondeur de ces arguments? Alors en fait, il a eu une astuce qui était assez géniale, c'est-à-dire qu'il a listé tous les moyens de détection qui étaient à disposition de l'Air Force. Et ensuite, ils ont dit, ils sont au courant de rien. Ils disent ne rien connaître et ils ont tous ces moyens de détection-là. Et juste à côté, vous avez la Navy qui, elle, a filmé les objets dont on parle ensuite, avec les 3 vidéos. Et donc, en fait, il met les deux en comparaison. L'Air Force a beaucoup plus de moyens de détection sur son sol, et pourtant, elle ne filme rien. La Navy ne fait que patrouiller dans l'océan, et elle tombe dessus par hasard. Et voilà. Et il met un échec et mat comme ça à l'Air Force. Et ça a quoi comme conséquence? Est-ce que ça vraiment, ça va vraiment provoquer les montées d'informations du US Air Force? Il faut voir d'où vient cet article. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'ils essayaient de mettre en place à l'époque un système de report d'informations à travers tous les corps armés. C'est gigantesque, le département de la Défense. Et ils voulaient avoir un système commun pour remonter les informations. On l'avait évoqué. Et à ce moment-là, il y a un membre de l'Air Force qui vient les voir en disant « Mais moi, j'ai un signalement à faire, c'est ici le bureau. » Il dit « Oui, c'est ici. » Et en fait, ce témoin va se faire détruire sa carrière à ce moment-là par l'Air Force. Et l'Air Force va recadrer toutes ses troupes en disant « Vous ne parlez pas de ça. » Et c'est pour ça que derrière, Christopher Mellon intervient avec son article pour montrer à quel point l'Air Force est responsable de la dissimulation d'informations et du tabou qui est mis là-dessus auprès des pilotes sont dans ces troupes. Et de la pression, donc, qui est exercée, etc. Alors, et ça change ou pas? Ça s'accélère. Alors, c'est quoi Il y a un des problèmes qui est loin d'être évident, c'est de décloisonner le système et de faire en sorte qu'un certain nombre d'informations vont pouvoir transiter d'un milieu à l'autre. Il y avait un chapitre très intéressant dans le livre Skinwalker in Pentagon, donc il raconte l'histoire de ce ranch que Robert Bigelow avait acheté à un moment donné et sur lequel il a déroulé une partie du programme de recherche ATIP, ranch sur lequel survenaient des événements très bizarres sur les pans, mais pas que. On est limite parapsychologie à certains moments. Mais il n'empêche que ce qui est très important, c'est que dans le cadre de ce programme de recherche, j'ai montré tout à l'heure les archives concernant Malmstrom, etc. Dans le programme ATIP, il y avait un poste du programme qui traitait de ce qu'ils appelaient Northern Tier. Northern Tier, c'est la frontière nord. C'est-à-dire les bases aériennes près de la frontière américano-canadienne, où sont survenus un certain nombre d'événements. Et dans le chapitre en question, on voit mise en scène, c'est ce qui est raconté, est-ce vrai, faux, c'est une autre histoire, mise en scène la rencontre entre les tenants du programme appartenant à la Defense Intelligence Agency, confrontés aux tenants du secret, l'Office of Secret Intelligence, l'OSI, de l'Air Force, qui leur dit « Ah, attendez, consultez ces dossiers, ça va être compliqué ». C'est rapporté dans le livre.
Donc ça montre les effets de cloisonnement. Et ce que je voulais faire remarquer sur cette planche, et qui est nouveau, qui n'était pas dans la version donc, du mois de décembre ou janvier, lorsqu'on s'était rencontrés, c'est que tout en haut, on a fait apparaître 2 bulles. Une bulle qui correspond au pouvoir suprême, qui est celui du président, la Maison-Blanche, avec le Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité, pourquoi en parle-t-on? Car à la lumière des événements de mi-février, c'est-à-dire l'histoire des Chinese Balloons, ou du Chinese Balloon et des UAP, où le tir au pigeon est ouvert, parce que tout d'un coup, on tire des missiles RR 3 fois en 3 jours. Bon, dans cette affaire-là, alors que l'ARO existe, le président Biden semble vouloir décider de la mise en place donc, d'une structure tampon interarmes au plus haut niveau. Interagence. Et interagence, oui, interagence. Permettant, justement, en quelque sorte, de faire converger l'information pour que le pouvoir exécutif soit informé et pour prendre des décisions. Ce qui est quelque part un constat d'échec. Tout à fait. À l'étage de l'ARO, c'est un constat avec le DNI. C'est un constat d'échec et en même temps, c'est un peu anxiogène. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les différents départements, au sein même des USA, qu'il y a des luttes internes, des courants qui veulent empêcher les uns les autres de... Un exemple très simple là-dessus. ATIP met en place un chat entre les différentes agences pour dire, voilà, si jamais vous voyez un truc étrange, vous le mettez dans le chat, nous on regarde ce que c'est, puis on vous dit, c'est nous les experts. Le département de la Défense dit, non, le chat coûte trop cher. C'est un chat, ça ne coûte rien. Non, rien du tout. Donc c'était vraiment dans le but de limiter le transfert d'informations. Et c'était hébergé sur GWIS, qui est une plateforme protégée qui permet normalement de faire circuler les informations entre les agences. Donc on a vraiment des dissensions à l'intérieur même du département de la Défense sur comment traiter ce sujet. Alors, au sein même du département de la Défense, il y a des dissensions. Est-ce qu'il y a d'autres formes de dissensions, de courants un peu alternatifs, si j'ose dire, entre d'autres départements il y a pléthore pour la peine. Il y a pléthore. Puisque, en fait, vous avez le NORAD d'un côté qui aimerait bien s'attaquer au sujet, mais à chaque fois qu'ils ont essayé de faire des interceptions, ils n'ont jamais réussi à les avoir. Alors qu'ils ont autorité pour commander ces interceptions. On a 3 cas d'interception, elles ont toutes échoué. Là, ils ont lancé les interceptions sur les cas de février. On a réussi à en descendre un. On a beaucoup d'images sur celui qu'on a réussi à en descendre. On n'a aucune autre image qui existe sur les autres. Alors que c'était les mêmes appareils. On aurait pu avoir des caméras FLIR pointées sur ces objets. Alors, oui. Autant que je me souvienne, sur une interception, c'est un F-35 qui arrive sur zone, d'abord. Le ballon chinois, ce sont des F-15 qui arrivent sur zone. Et qui étaient probablement équipés de FLIR. Puis après, ils envoyaient un U2 par-dessus. Oui, mais enfin là, c'est prouvé sur les ballons chinois, mais non, on sait que c'est... On ne sait pas grand-chose. On sait pas grand-chose. Il y en a un, on est sûr. Oui, le premier. Il y en a un autre au nord d'Alaska où on est à peu près certain que c'était un ballon scientifique. Les 2 autres, c'est des grosses inconnues, parce qu'en plus, on a les communications de bord des pilotes qui approchent l'objet et qui essaient de savoir, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble pas à un ballon. La seule chose qui fait, et il le dit dans la communication, la seule chose qui le fait penser à un ballon, c'est qu'il y a des genres de tiges qui descendent vers le bas. Mais ça a la forme d'un octogone. Et même le pilote ne comprend pas ce qu'il voit, en fait. Et ces avions-là ont réussi à les descendre avec des AIM-9X, si je ne me plante pas, qui ont en plus des caméras de bord embarquées. Donc on aurait pu avoir des images très intéressantes derrière, avec le relevé des informations. Ils ont forcément des images. C'est pas possible autrement. On n'envoie pas des avions en reconnaissance sur zone équipés de caméras, où les caméras sont brouillées. Où ils ont des informations, mais ils ne veulent pas les divulguer, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, donc, a priori, de toute façon, là, c'est des phénomènes qui sont un peu identifiés quand même. Parce que si vraiment c'était des phénomènes... on n'a pas un brin d'information. On a dit sur le début, parce que moi je reprends sur les phénomènes, ou les pannes, tout à l'heure, les pans, pardon, qu'on a évoqués, c'est qu'à chaque fois, il y avait quand les avions étaient armés, soi-disant, ils perdaient le contrôle des avions. Là, on est sur le non identifié. Est-ce qu'on les a identifiés? Non. C'est aussi simple que ça. Ils sont toujours dans la catégorie non identifiée. Et puis, ils ont tiré des objets sans les avoir identifiés. C'est une rupture des règles de guerre.
très franchement, on peut se poser des questions sur les raisons de ce mystère. Encore une fois, ils sont libres de mener une mission et pour les raisons qui les regardent, de maintenir confidentielles toutes les informations. Mais ce qui est, si tu veux, ce qui est désarmant, si j'ose le dire, c'est à la fois cette communication absolument ubuesque sur cette opération. Enfin, nous sommes dans Independence Day. Il y a l'histoire du ballon chinois, qu'on regarde arriver tranquillement, on se dit, bah oui, on peut pas le tirer n'importe comment parce que ça peut avoir des effets secondaires, ça on peut comprendre très bien. Puis tout d'un coup sur coup, pouf, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, la chasse est ouverte, on tire tous azimuts et on compte les coups en disant, ça y est, on l'a abattu. Bon, alors de deux choses l'une, où il s'agit véritablement d'objets intrus, d'origine, admettons, chinoise et autres, et les gars, ils ont décidé d'envoyer un signal fort en disant « Vous rentrez pas dans notre espace aérien, on fait du nettoyage. » Bon, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il s'agit d'un objet d'autre origine. Là, on peut se poser la question, effectivement, sur la mission d'interception et sur les problèmes qui peuvent être encourus. Les problèmes peuvent être soit, effectivement, je dirais, d'engager une mission un peu périlleuse. Voilà, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Bon, et ça ne se fait pas d'habitude, donc c'est pas anodin d'intercepter. Ou à l'inverse, il y a une tentative de manœuvre d'interception qui échoue. Et on n'est pas forcé, on n'a pas forcément envie d'expliquer qu'en réalité elle échoue. Enfin, toutes les hypothèses sont ouvertes, on n'en sait rien. Mais ce qui est extraordinaire quand même, alors qu'il y a une structure qui est mise en place de façon normalement à pouvoir apporter les explications nécessaires au plus haut niveau, lequel plus haut niveau va décider de ce qu'ils doivent engager, pas engager, etc. C'est leur affaire. En fait, on a une pression maximale, un débordement d'informations, quand on entend quand même le responsable du Conseil de sécurité, me semble-t-il, faire des déclarations en disant nous ne pouvons faire aucune hypothèse sur l'origine, ça pourrait être d'origine extraterrestre, etc. Et avoir, dès le lendemain, la Maison-Blanche qui dit attendez, non, il faut que le citoyen américain dorme bien, on est quand même dans une vague de communication qui est extrêmement étonnante, pour rester factuel. Oui, c'est très surprenant. C'est Van Herk qui a... tous les jours, il y avait une information un peu différente et de personnalités importantes. Ça, exactement. Et c'est ça apporte une crédibilité tout d'un coup. On se dit, mais que se passe-t-il? Puisque l'idée de possible phénomène extraterrestre, ça a été dit, alors c'est resté 24 heures et puis ça s'est terminé. C'est dingue ce qui se passe. On a Van Herk qui arrive et qui dit on ne peut même pas écarter l'hypothèse extraterrestre. 24 heures après, conférence de la Maison-Blanche disant et introduction de la conférence, ce n'est pas extraterrestre. 24 heures après, le porte-parole pour la défense de la Maison-Blanche qui revient faire une interview en disant surtout ce n'est pas extraterrestre. Ça vous montre à quel point ce sujet est anxiogène aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est un peu une sorte d'ironie triste de l'histoire. C'est-à-dire que en 71, les renseignements australiens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Australie est aussi un grand territoire où il y a eu beaucoup de signalements, puisqu'il y a beaucoup de bases militaires américaines qui sont sur ce territoire et elles sont vitales pour les États-Unis. Donc il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été menées dessus. Mais les services australiens se posent la question, mais ce qu'on voit là, c'est des plateformes américaines ou pas? Et ils recrutent Turner, qui est un scientifique du département de la défense australien, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il mène son enquête, il passe sur toute la planète, un peu comme on pourrait faire aujourd'hui, pour savoir, mais qui a les informations là-dessus? Il va voir Hynek et Vallée, et en fait, il se rend compte, ah mais en fait, on nous a menti. Et il découvre qu'en 1953, la CIA a convaincu l'Air Force de mettre une pression sur les témoins, le temps qu'on arrive à savoir ce que ce soit réellement. Le problème, c'est que comme on n'a jamais trouvé la réponse à ça, la pression a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc tous les efforts de Lou Elizondo et Christopher Mellon, c'est en fait défaire ce que la CIA a organisé en 1953. Et c'est ça la très triste ironie de cette histoire. C'est l'histoire de Grudge, ça, parce que ce dont tu parles. Ah oui, c'est le programme de contre-information, en quelque sorte. Bon, et alors justement, quand on parle d'information et de contre-information, ce qui est très intéressant, c'est cette planche. D'ailleurs, je me demande, c'est pas toi qui m'avais passé cette planche-là, je ne me souviens plus très bien. C'est pas bon. Non. En tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir la diffusion. Pardon de t'interrompre, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on revient sur les Américains.
Que ce soit en termes d'information, de communication, voire de contre-information. On ne voit pas les Chinois, on ne voit pas les Russes. Pour l'instant. Alors, Oui, même les Européens, pas tout à fait. Dans la discussion. On va y venir. On va y venir. Il y a une communication qui est initialisée avec un changement de braquet en 2017. Ça, on est d'accord. Ce processus, on va voir derrière les phases, passe par un certain nombre d'acteurs intérieurs, je dirais, aux États-Unis. Donc il y a des acteurs majeurs, il y a le Congrès. C'est d'ailleurs un soutien qui est un soutien bipartisan, républicain et démocrate, qui sont unis. C'est un des seuls sujets sur lesquels ils sont unis. Il y a des organismes, alors la NASA là, qui rentre dans la boucle peu à peu. Il y a une certaine communauté scientifique qui essaye de s'organiser un petit peu, des organismes qui ne sont pas forcément, je dirais, scientifiques avec pignon sur rue, mais qui sont intéressés depuis un certain temps par les UAP, genre le SCU, etc. Et puis il va y avoir Avilhomme qui sort du bois avec l'histoire de mois au mois. Donc il y a une cristallisation autour d'un certain environnement scientifique. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent en route. Et puis, évidemment, il y a les pros and cons. Cette planche montre sur une espèce de graphe ceux qui sont plutôt du côté bleu, c'est-à-dire en faveur de la diffusion des informations. Donc on trouve des acteurs de la défense, en particulier l'US Navy, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre d'informations qui ont été divulguées et de témoignages qui sont apportés par des pilotes. Alors après, on peut dire c'est un coup monté ou pas, ça j'en sais rien. Mais du côté de l'Air Force, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, le silence est d'or. On se tait. Alors, donc, pour répondre à la question que tu nous as posée, on fait partie de la sphère OTAN quand même. On ne peut pas se le cacher. On fait partie de la sphère OTAN. Donc là, il y a un énorme canal de communication qui arrive depuis les États-Unis. Mais si on ouvre les autres canaux de communication, à chaque fois qu'il y a une information qui paraît aux États-Unis sur le sujet, on a la Russie qui arrive, on a la Chine qui arrive derrière. C'est juste que dans notre environnement d'accès aux informations, on est beaucoup plus influencé par ce qui vient des États-Unis. Mais si on regarde ce qui est publié en Russie, en Chine, à chaque fois, ils envoient une réplique. Donc c'est aussi une question de... Mais quel type de réplique ils renvoient? Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, quand il y a eu la création du premier groupe UAPTF, il y a eu un article assez surréel qui est paru dans Pravda, qui est le gros journal russe, où on avait des généraux russes qui disaient « Non mais, nous, ça fait 70 ans qu'on les étudie. Ils découvrent ça aujourd'hui, les Américains. Mais puis on s'amuse aussi, parce qu'ils nous envoient des ballons, et nous, on les désingue quand ils passent nos frontières. » Quand on met cet article-là en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant. C'était il y a 4 ans. Oui, alors c'est intéressant effectivement parce que je n'avais pas en tête, nous n'avions pas noté une intervention russe officielle à la sortie du premier rapport au DNI. En juin 2021, il y a une réaction relativement sibylline chinoise sur le sujet, prenant acte de ce rapport, apportant un démenti clair sur le fait que les intrusions observées par les Américains n'étaient pas du fait de la Chine. Ils disent, c'est pas nous. Voilà. Et ils disent, les Chinois. Ils disent en plus, et nous aussi, on observe des incursions dans notre espace aérien. Mais tu l'as, d'ailleurs, c'est à quoi? C'est un article, qui est cité dans le résumé du rapport qu'on a sorti en juin 2021. Donc le lien, voilà. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont... alors, ils expliquent qu'ils sont sachants. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on a notre population, on fait travailler nos chercheurs avec nos militaires, et on applique les technologies d'intelligence artificielle, en gros, pour faire du big data. C'est-à-dire faire l'analyse des signaux et de la présence des UAP dans certaines zones. Et il y a un article qui sort peu de temps après du côté américain, où la NSA dit, et nous aussi, on a des technologies de ce type-là. Tu te souviens de ça? Tout à fait. Mais on peut même dire que, est-ce que la population chinoise, elle n'est pas plus embarquée d'ailleurs dans ce que sont les Américains? On dit le sujet sur les journaux, entre le guillemets, sujet chinois, est totalement open. C'est ça. Il est open. C'est nous qui sommes contrastés. C'est-à-dire que le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est plutôt les pays les plus compliqués où on peut en parler. Amérique du Sud, toutes les portes sont ouvertes. Oui, ici, on fait une émission. Toutes les portes sont ouvertes. Chine, toutes les portes sont ouvertes. L'association ufologique chinoise a maintenant 1 million de membres.
Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est facile d'avoir 1 million là-bas. Hein. Oui, non, d'accord. N'empêche. Mais tu as raison. Il y a, et c'est ça qui est intéressant, et on va y arriver, on est à 2 planches là, de la question chinoise et russe, hein, pour terminer, et de la vision élargie. Mais en fait, il y a, tu parlais des canaux de communication, donc il y a la communication par la sphère américaine. Bon. Et là, on est quand même dans un questionnement. Il y a peut-être les pros et les contre, mais il y a, on va dire, un leadership. On va parler de suprématie, on va parler d'un leadership qui est un leadership américain. On a de la connaissance, on a de la technologie, on a un budget de défense extraordinaire, et tout d'un coup, on admet, et c'est ça le changement de braquet, le paradoxe est là, c'est de dire tout d'un coup, nous avons un problème de sécurité aérienne, et on en parle avec la FAA, on en parle avec les Canadiens, etc., et nous avons un problème de sûreté dans notre espace aérien, car nos manœuvres, nos sites sensibles sont visités, sont survolés par des trucs inconnus. Ce qui est énorme. Une des traces de ça, c'est qu'en octobre dernier, l'OTAN, dans sa conférence de Bologne, a invité Rich Hoffman du SCU, qui est une grosse organisation scientifique sur le sujet, et le lieutenant Ryan Graves, qui a été la figure de proue des articles du New York Times, en apparaissant comme étant le premier pilote disant « Oui, mon escadron, on voyait ça tous les jours ». Et on les rencontrait en vol. Et ils ont invité les deux pour donner une conférence à l'OTAN sur le sujet et dire en quel point c'était un risque pour les vols. C'était quand, ça ? En octobre dernier. D'accord. À Bologne. Octobre 2022. Oui, c'est le truc de Bologne, c'est ça. Donc, voilà, pour l'OTAN, enfin, on a vraiment passé un cap à ce niveau-là. Donc, et au fond, cette communication s'élargit à un certain nombre d'interlocuteurs. On voit l'OTAN, tout à fait à gauche. Il y a également donc la partie Nations Unies. Il y a le Japon. Un accord est passé très tôt avec le Japon, l'été 2020. L'UAP Task Force, structure transitoire qui deviendra l'ARO par la suite, est à peine mise en place qu'un accord de partenariat est signé entre les États-Unis et le Japon pour coopérer sur ce sujet. Tout à fait. Alors, on peut comprendre aussi que le Japon est survolé souvent par des fusées ou des missiles qui sont tirés de Corée du Nord. Ouais. Et donc, dans ce brouillard, il faut essayer d'y voir clair sur l'origine des choses. Alors, mais bon. Je serais un peu plus nuancé parce que là aussi, culturellement, eux, ils sont très ouverts sur le sujet. Ils ont des musées consacrés à ça. Ils ont même dans leur folklore des temples qui sont consacrés à ça. Donc, eux n'ont aucun problème avec le fait de considérer une source extérieure à ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au moment où l'article sort au Japon disant que le ministère de la Défense est parfaitement ouvert à faire une coopération avec ça, on voit que les Américains, ils sont pris peu de vitesse en fait. Ils ne pensaient pas que ça allait répondre aussi vite du côté japonais. Du tac au tac. Et le Japon, néanmoins, n'avait pas de structure officielle sur le sujet. Ils avaient c'était un militaire, un ancien militaire, qui était à la tête d'une organisation non gouvernementale, un ancien de la défense aérienne, qui suivait ce sujet-là en quelque sorte, mais il n'y avait pas de structure. Et donc, pour arriver au fond à visualiser la dynamique qui est en cours, sur cette espèce de diagramme là qui est projeté. Je le mets là parce que moi j'ai du mal à voir. C'est pour ça que je mets mes lunettes aussi. Là, en partie gauche du diagramme, on a la période, on va dire, entre 2014 et 2019, donc avec l'accélération qui se produit en 2017. C'est la mise en œuvre, en fait, d'un certain nombre de leviers dont on a très longuement parlé dans la sphère américaine. Et il y a l'émergence d'un certain nombre d'actions externalisées. Externalisées vers où ? Eh bien, vers l'OTAN, vers des pays qui sont des pays proches, les Five Eyes, dont il était déjà question dans le rapport de l'ODNI, mais dans le nouveau, celui qui est sorti au mois de janvier, ils enfoncent le clou encore davantage en disant on parle aux alliés. Bon, alors, la question de l'OTAN, bon, il y a peut-être eu effectivement un briefing par le SCU, etc. Est-ce que l'ARO, ou je ne sais qui, dans le Pentagone, va briefer les alliés ? C'est peut-être la réalité, mais en tout cas, on ne la voit pas. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, le major général Olson, lors de la conférence de presse de la semaine dernière, a dit on parlera à tous les pays de ce sujet-là. Ce qui est aussi une première pour la voilà. Et alors, on en arrive, c'est une très bonne transition,
au travers de la période 2000-2021, on voit qu'il y a en partie droite des cases qui sont des cases rouges, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais il y a un élargissement, c'est en gros le third gear dont parlait Lou Elizondo, avec la mise en œuvre de différents canaux, et ICER, dont on parlait tout à l'heure, et la manip à l'ONU, fait partie, je dirais, de cet environnement-là. Un petit détail près, c'est qu'il y avait à l'origine, et c'est ce qu'on va voir sur la planche suivante, il y avait à l'origine une action qui était une action relativement large, à partir de 2014, dans laquelle les Chinois étaient impliqués, voire les Russes. Discussion sur les pans, organisations non gouvernementales, congrès, etc. Cette affaire-là s'arrête en 2017. Elle s'arrête en 2017. Et donc, le projet qui était d'origine était un projet dit Five Continents, qui était un projet élargi dans lequel les Chinois étaient présents, etc. Et donc, en 2017, on voit, au fond, le projet ICER qui prend forme. En fait, les Chinois semblent avoir quitté le bord, quoi. Et c'est au moment où l'affaire ATIP, etc., surgit. Et on a l'impression, effectivement, d'une distance sur ce sujet. L'affaire des ballons chinois, évidemment, de ce point de vue-là, n'aide pas, mais en fait, il y a un flou. C'est-à-dire, pour revenir au diagramme d'avant, il y a des points d'interrogation. L'initiative prise au niveau de l'ONU, qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que les gens vont discuter ? Approuver ou désapprouver ? On n'en sait rien du tout. Donc on voit qu'il y a au fond ce phénomène, je dirais, d'amplification d'informations. Mais je voudrais dire quand même une chose pour terminer sur cet aspect-là. Il y a très peu d'informations diffusées. Si on revient, en tous les cas, là on fait un peu de, on va dire, vision géopolitique, macroscopique, etc., pour comprendre quels sont les événements, ou essayer de comprendre ce qui se déroule. Mais d'un point de vue strictement technique et scientifique, nous n'avons pas d'informations diffusées sur l'affaire Nimitz, qui est arrivée en 2004. Nous sommes bientôt en 2024. D'accord, ça fera 20 ans. Nous n'avons pas d'informations qui permettent de mener une analyse technique et scientifique véritable. Et d'ailleurs, Robert Powell le rappelait lors de l'émission, ils étaient en faveur, au fond, de créer des instrumentations par les scientifiques, pour les scientifiques, considérant que les moyens de mesure et d'observation d'origine militaire n'étaient pas appropriés, non pas techniquement, mais simplement parce qu'ils n'auraient pas les données. Tout à fait. Voilà. Et ça c'est incroyable, Baptiste. Non, tout à fait. C'est un des gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est quand on reprend, en fait, comme l'a très bien dit Luc, l'évolution de la proposition pour les Nations Unies par ICER, en fait, c'est vraiment une initiative chinoise au départ. Elle est sortie de nulle part, en fait, en 2014, ils se disent, tiens, on va monter un truc, on va essayer de monter aux Nations Unies. Mais pour avoir de la légitimité au niveau international, ils invitent des experts d'un peu partout pour faire partie de cette conférence. Ils en recrutent deux. Je vais plus avoir les termes. Don Smith et Roberto Pinotti du CUN, qui va ensuite monter l'initiative de Saint-Marin. Et au fur et à mesure, ils montent en pression en disant on va tout payer, on va héberger ça dans la... Alors c'est symbolique, mais c'était censé avoir son QG dans la ville de naissance de la femme de Xi Jinping. Donc c'était vraiment pour montrer qu'il y avait toute la Chine qui poussait sur ce sujet-là. Et ensuite, comme c'est très bien dit, la Chine disparaît. C'est-à-dire qu'on a deux conférences, une en Chine, une à Moscou. C'était à Qingdong en Chine. Et ensuite, le groupe est laissé à l'abandon. Sous-entendu, dans les canaux, il y aurait eu une résistance de la part du Royaume-Uni et des États-Unis sur le sujet. Le groupe continue sur sa lancée et ensuite est récupéré par Lou Elizondo qui va pousser ensuite l'initiative de Saint-Marin. Et on a vraiment eu ce retournement de situation en fait avec et en avec très ce peu groupe. d'années en fin de compte. Très peu d'années, en un an, en un ou 2 ans, ça s'est déroulé. Mais pardon de poser la question néophyte. Pourquoi ? C'est quoi les hypothèses de ces rebondissements, de cette idée que le Royaume-Uni, les États-Unis ne veulent pas rentrer dans ce projet-là, veulent l'inverser, que les Chinois et les Russes se retirent ? Tu veux attaquer ? Non, je te laisse, je verrai si éventuellement il faut je rajoute quelque chose. Il faut être pragmatique. On parle d'objets qui potentiellement recèlent des très hautes technologies. Supposons que l'Iran ait une seule de ces plateformes.
avec une seule ogive. On n'a aucun moyen de l'arrêter. Elle peut se déplacer quasiment instantanément, elle a un très haut niveau de furtivité. C'est terrible de se défendre contre ce type de plateforme. Donc pendant très longtemps, il y a eu tout simplement la peur que si on commence à bosser dessus, il y aura forcément des fuites. On se rappelle projet Manhattan, les États-Unis pensaient qu'ils auraient les seuls à avoir un nucléaire pendant 20 ans, ils étaient tranquilles, il n'y aurait jamais de guerre froide. Les soviétiques ont des espions infiltrés dès le départ et récupèrent les informations. 4 ans plus tard, ils font exploser leur première bombe. Donc ils ont ce souvenir-là, les Américains. Ils disent, si jamais on commence à vraiment bosser dessus, à vraiment développer, on va se retrouver avec tous les autres pays qui vont être en concurrence avec nous. Donc on va planquer ça. Et on va mettre un système en place. Oui, mais ça, dans le raisonnement, Baptiste, que vous dites, ça veut dire quelque part que donc ces technologies... Si on prend cette théorie, cette hypothèse, ça veut dire qu'il y a des technologies autres, ça confirme encore les propos de cette hypothèse, qui sont potentielles, fabriquées par qui? Alors ça, voilà, personne n'est officiellement dans la réponse. Non mais, enfin, je pense que... Est-ce que c'est pas une autre raison? Je pense qu'à ce stade, il faut envisager différentes options. Et aussi se poser la question de s'il existe une technologie, on va dire, d'origine inconnue. À supposer que cette technologie puisse être décryptée. Parce que... c'est potentiel. À supposer qu'elle puisse être décryptée. Quel est, au fond, le meilleur usage ou le pire des usages? Il n'est pas impossible, si on crée un roman de science-fiction, ou si on réenroule, je dirais, le film, et que l'on revient, prenons le livre Trinity de Jacques Vallée, on rembobine le truc là, et puis on se dit, bah tiens, il y a des tests nucléaires, etc., etc. Bon, qui déjà impressionne les esprits tout de même. On a faire une technologie qui est extraordinairement avancée. Sait-on la décrypter ou pas? Derrière, quelles sont les conséquences? C'est-à-dire, effectivement, il y a le risque de fuite ou le risque d'utilisation, on va dire, déraisonnable. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des questions qui sont des questions d'ordre sociétal. Il est évident que la question de la découverte, de la vie dans l'univers, etc., il y a un tempo pour chaque chose. Et donc, si on prend, pour quitter un instant le sujet des objets volants non identifiés, etc., prenons la question de la vie extraterrestre. Il me semble que ce soir, ou demain, je ne sais plus, il y a une astrophysicienne française qui travaille pour le SETI, qui travaille depuis des années sur la vie, je dirais, l'exobiologie, on va le dire comme ça. Nathalie Cabrol, je crois. Bon. Eh bien, c'est une scientifique absolument reconnue, c'est pas une fantaisiste, et elle a nombre de pairs qui conduisent des travaux extrêmement sérieux sur la survie des bactéries dans l'espace, y a-t-il eu des bactéries sur Mars, etc., etc. Bon, ce genre de sujet, 20 ans, 30 ans en arrière, aurait peut-être soulevé des haussements de sourcils, en disant, dites donc, on fait la conquête de la Lune, on n'a pas encore trouvé de bactéries là-haut, hein. Bon, donc restons calmes. Il y a un temps de maturation. Donc, pour revenir à la question de ces, je dirais, de ces objets ou de ces phénomènes... Pour appuyer ton point, vendredi, on a envoyé la sonde JUICE, dont le but est de chercher de la vie dans les lunes de Jupiter. Oui, bien sûr. Mais j'ai lu d'excellents articles dans Epsilon dernièrement, extrêmement intéressants, sur les différentes lunes. C'est passionnant. C'est passionnant. Ce sujet-là n'en est pas encore là. Tout à fait. Il n'en est pas encore là. Et encore une fois, il a fallu certainement beaucoup d'années, à la fois à scruter l'espace, à mener des expériences dans des milieux hostiles. C'est ce que Nathalie Cabrol a fait avec son mari. Hein. Ils ont fait des expéditions, etc. Non pas pour aller chercher un astéroïde au fond des mers, mais pour aller étudier ces vies primaires
qui subsistent dans des conditions extrêmement difficiles. Jean-François Clairvoy avait expliqué, d'ailleurs, lors d'un exposé, qu'il faisait des tests aussi en orbite avec des bactéries pour voir comment elles résistent au vide, à l'environnement radiatif, etc. Donc il y a toute une construction technique et scientifique qui se fait dans la durée. Là, au fond, on est sur des technologies, si il y a, on va dire, un objet technologique, etc., d'autre origine et très sophistiqué, qui sont totalement en rupture avec ce que l'on sait faire. Donc là aussi, je veux dire, ça a un côté un peu disruptif. Hein. C'est comme si on expliquait demain qu'on a une source d'énergie qui coûte rien du tout et qui permet de satisfaire tous les besoins de l'humanité pendant des millénaires. Bon, ça va peut-être pas faire l'affaire de tout le monde non plus. Ça crée un élément déstabilisant. Donc tout ça nécessite une certaine prudence et un certain recul. Mais il n'empêche que la Russie vient d'annoncer par le voie de l'agence TASS il y a quelques jours qu'il y avait un département de mathématiques et autres qui s'intéressait aux phénomènes aérospatiaux identifiés, donc département de l'Académie des sciences, que les étudiants se mettaient à l'étude de ces phénomènes avec des techniques d'intelligence artificielle, etc., pour repérer en quelque sorte les gisements. Et ça, c'est un écho en quelque sorte à ce qu'a dit la Chine en juin 2021. Voilà. Et ça reprend aussi l'université de Wurzburg qui a lancé le programme IFEX justement sur l'étude de vie extraterrestre. Oui. Donc c'est vraiment en train de passer une nouvelle étape maintenant. Oui. Et avec ces scientifiques, on ne rappellera jamais assez, qui se développent ou, comme on disait la dernière fois, la parole se libère, et il y a de plus en plus de scientifiques qui s'emparent du phénomène. Mais il y a une énigme à résoudre. Mais la question, c'est quelles sont les données auxquelles les étudiants russes et autres accèdent, ou les étudiants chinois, par rapport à ce qui est effectivement disponible. Mais l'Académie des sciences en Russie, elle est très très proche aussi des militaires quand même. La passerelle, elle est j'ai croisé des gens qui effectivement étaient un peu in between, mais quand on regarde les thèses de l'Académie des sciences et les thèses tenues par, on va dire, l'appareil militaire russe sur ce sujet-là, en fait, à part Félix Ziegel, qui était un ufologue distingué russe et qui avait une vision assez ouverte des choses, ils étaient plutôt sur une posture très conservatrice, en disant « Oh, écoutez, c'est peut-être des effets de météorites qui, en rentrant dans l'atmosphère, et s'il y a une tache solaire, vont produire des effets bizarres. » On n'a pas trouvé d'hypothèse très aventureuse, alors que du côté militaire, en tous les cas dans les archives qui ont été transmises et retrouvées, on trouve quand même l'histoire de l'interaction entre des MiG et une rencontre rapprochée avec un objet volant non identifié, avec des perturbations électromagnétiques induites sur l'électronique, une extinction moteur, etc. etc. Donc eux, ils étaient plus dans le dur. Hein. Et il y a quand même en Russie tout l'appareil d'État qui est extrêmement massif, avec les renseignements militaires, donc ils avaient leurs propres ressources, et ils n'avaient pas le tabou qui avait été incorporé par les États-Unis. Donc ils pouvaient faire remonter beaucoup plus d'informations, et à partir des années 70, ils ont carrément dit à la population, vous voyez quelque chose, vous nous refaites remonter l'information. Baptiste, correspondant, donc on le rappelle, avec le média The Debrief, qui est donc installé aux États-Unis, est-ce que vous avez des problématiques pour avoir des informations en dehors, enfin au niveau européen, au Royaume-Uni, comme vous disiez? Est-ce que l'information est facile aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est plus facile qu'hier, c'est ce que je veux dire? En fait, il faut être à l'écoute. On a eu l'exemple la semaine dernière dans un journal très peu connu qui s'appelle Sunday Today, où on a eu le chef de la défense européenne qui a répondu à un citoyen de l'Irlande, lui disant que le sujet était du plus haut intérêt à Bruxelles et qu'il était vital que les pays européens prennent une position dessus. C'est le général Gradiano de mémoire. Donc, en fait, il faut chercher l'information. Le problème, c'est qu'il y a très peu de boîtes d'écho. Donc, c'est des informations qui vont être limitées à un média. Alors que, par exemple, si vous avez Associated Press ou Reuters qui publie une information du département de la Défense, là, ça arrive dans tous les pays en 15 minutes. Donc, c'est plus là-dessus qu'il va y avoir une difficulté entre signal et bruit. La recherche et le tri là-dessus. Voilà. Mais enfin, on peut considérer aujourd'hui que il y a une accélération, on le dit, hein, c'est la 6e émission de Dossier OVNI, mais on voit toutes les semaines, tous les mois, il y a des petites nouvelles choses qui apparaissent, une nouvelle actualité qui confirme en tout cas et qui n'infirme pas. C'est très exact. J'ai fait le même suivi en fait de l'ensemble de ce qui est paru sur la planète depuis 3 ans.
Et là, depuis 2 mois, ça monte en flèche, avec les audiences américaines qui arrivent sur les 2 prochains mois. Donc oui, il y a une montée globale de la pression sur le sujet dans la sphère occidentale. Il y a un petit mot de conclusion, Baptiste, avant de terminer, de clore l'émission, pareil pour Luc. Ce serait quoi, là, aujourd'hui? De suivre tout ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, parce que ça va être particulièrement intense. Et pour la peine, je pense que ce sera un peu l'avenir de cette recherche, qui sera du côté scientifique pour la peine. Luc, pareil? Oui, absolument. On attend effectivement une actualité grandissante. Et puis, ce qu'il faut aussi faire, et on va s'y employer, en tous les cas au travers de la 3F, on a l'idée d'organiser étape par étape, parce que les choses vont très vite, un petit webinar. On a eu une rencontre récemment avec les organisations scientifiques américaines. On a signé, d'ailleurs, la 3F a signé un accord de partenariat avec le SCU américain, donc avec Robert Powell et son organisation. Il y a une autre personne là qui représente l'IMINA, qui a toute une suite de scientifiques avec lesquels on pourrait discuter et avoir quelques exposés extrêmement concrets sur nos techniques d'analyse d'événements UAP, l'interprétation, parce qu'on lit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de gens qui ont envie d'écrire, c'est très bien, sur le sujet, tant mieux. Mais en même temps, il y a des choses qui sont très tronquées, et il serait bien de pouvoir faire quelques exposés avec, on va dire, un contenu technique et scientifique, montrant les questions que l'on se pose, parce qu'on n'a pas forcément que des solutions. Voilà, il faut qu'on arrive à entamer cela, et à l'entamer aussi dans un esprit qui est un esprit, on va dire, équilibré. Il n'y a pas une science qui vient des États-Unis où tout le monde sait, et les Européens qui ont à apprendre, ou les Européens qui savent, etc. Chacun a une expérience, une longue expérience, et j'ai envie de rappeler une chose, parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, certains envient cette dynamique, cette effervescence américaine, mais on travaille aussi étroitement avec le CNES, avec le GEPAN, qui a aussi, je dirais, un rôle à jouer, qui a des méthodes d'analyse et d'enquête qui existent et qui sont, encore une fois, voilà, on va chercher l'archive que j'ai montré tout à l'heure, 1957, base de Cognac. Ces informations sont dans les archives GEPAN, elles sont disponibles pour Baptiste, tu peux aller les chercher. C'est open. Et on est vraiment en avance à l'échelle de la planète sur le sujet pour la peine. On est un des rares pays qui a depuis très longtemps travaillé ouvertement sur le sujet. On a une vraie expertise internationale incarnée par ailleurs par M. Vaillant. On est vraiment reconnu en tant qu'expert sur le sujet. Ok, et ce sera des mots de conclusion, un petit peu un cocorico, on va dire. Il faut, de temps en temps, ça fait... il faut créer un effet d'entraînement et une envie supplémentaire aussi. Et il y a vraiment une volonté aussi à l'international de mener des liens de... Voilà, il faut internationaliser, il faut monter le niveau du sujet. Merci, un grand merci Baptiste pour votre venue. Luc, merci à toi. On se revoit prochainement et puis on aura à nouveau donc Alain Juillet et Jean-Claude Bourret. Oui, c'est vrai que ça aurait été super qu'ils puissent participer. Ils ne pouvaient pas. Merci, donc c'était la 6e émission de Dossier OVNI, donc Agora News, à News Sécurité. Merci encore une fois à Baptiste, on rappelle, qui est donc correspondant, Baptiste pour The Referent, qui est un très beau média américain sur notamment les phénomènes et les pans qui sont étudiés là-bas. Voilà, merci à toi Luc, encore une fois, à très vite sur le sujet. La prochaine émission, je pense ça sera sur le courant juillet, je pense, si tout va bien. Il faut qu'on voit, pourquoi pas, en fonction de l'actualité. Et puis de regarder également les cas au sol, le rôle joué par la gendarmerie, j'en avais parlé avec un représentant, pour montrer les travaux d'enquête qui sont menés et les dossiers intéressants qui existent aussi sur cet environnement-là. Et puis Baptiste, on espère t'avoir quand même avec plaisir. Une autre fois. Je recommande à tout le monde de suivre vos émissions que je suis moi-même avec une grande avidité. C'est super sympa, merci à tous. C'était donc Dossier OVNI pour News Sécurité. À très vite, à bientôt, au revoir.